Nous n'avons pas idée des drames humains qu'ils représentent, ni du frein qu'ils peuvent être au développement en général. Et oui, les enfants en situation de rue, leur nombre ne cesse de grandir chaque année malgré les efforts des institutions étatiques. Heureusement, d'autres organisations non gouvernementales ayant pris la mesure de la chose ne cessent de mettre la main à la pâte depuis des années pour amoindrir le phénomène. Et c'est l'exemple de l'ONG Marem, entendez, mouvement d'action pour la réinsertion des enfants marginalisés. Ils sont sur ce plateau. Qui sont-ils? Quel est leur objectif? On en parle dans quelques instants. Alors, de retour sur ce plateau, je l'annonçais il y a quelques minutes, l'ONG Marem, les représentants de l'ONG Marem sont sur notre plateau. On va tout savoir avec le père Eli Kmankou, membre fondateur de Marem. Il est à ma droite. Bonjour, mon père. Bonjour, Fafa. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci. À ma gauche, nous avons monsieur Emmanuel Banani. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Oui, vous êtes le trésorier de Marem France. Et à mon extrême gauche, c'est monsieur Moïse Koumoji, coprésident de Marem France et cofondateur de Marem Togo. Bonjour Fafa. Bonjour. C'est nous qui avons le plaisir de vous avoir sur notre plateau. Alors, nous voulons tout savoir sur l'ONG Marem parce que c'est de cela que nous allons parler tout au long de cette émission. Nous allons passer la parole au père Eli pour nous présenter brièvement ce que c'est que l'ONG Marem. Marem, entendez bien, mouvement d'action pour la réinsertion des enfants marginalisés, a été l'initiative de jeunes Togolais et étudiants en classe de terminale au Petit Séminaire Saint-Pie-X qui ont été touchés par cette situation sociale existant au pays suite à un exercice d'exposé au cours et à un constat lié au fait que beaucoup de centres se sont fermés, notamment Chlorède, autour des années 2000. Et cette initiative a été encouragée et maintenue depuis 2005 jusqu'à présent. D'accord. Alors, c'est une tâche noble que de prendre en charge des enfants. Comment est née cette idée? Vous venez de le dire tout à l'heure. La création n'a-t-elle pas été difficile? Est-ce que vous avez eu de la facilité à le faire? Toute fondation n'est jamais facile. Et ça fait bientôt 19 ans que nous sommes engagés à aider les enfants en situation de rue, à quitter la rue, à retourner dans leur famille. Nous avons connu beaucoup de difficultés sur le plan organisationnel, beaucoup de difficultés sur le plan également aussi technique dans la prise en charge des enfants. Surtout quand nous avons vu les 3 premiers enfants accueillis en 2008 dans notre premier centre, retourner dans la rue. On a dû retrousser les manches pour poursuivre cette tâche ardue. D'accord. Alors, le fondateur, parlez-nous un peu de lui, le fondateur de l'ONG Marem, en fait. Alors, je disais, c'est des jeunes étudiants en classe terminale. On était en 2005 et vous savez bien, le Togo en 2005, c'était une période un peu spéciale, ouais. Et c'est là qu'on a eu cette conscience. Donc après, des amis de la vie active nous ont rejoints. Aujourd'hui, on a des membres fondateurs qui sont également femmes au foyer et de diverses confessions religieuses. Et certains avec qui nous avons commencé le parcours ne sont plus membres, mais ils soutiennent toujours la structure. Et voilà. Donc, ce n'est pas une seule personne qui a fondé, en fait. D'accord. Alors, vous avez parlé des enfants que vous aviez recueillis, qui sont retournés à la rue. Aujourd'hui, quels sont les critères sur lesquels vous les choisissez et comment est-ce que vous les accompagnez pour que, en fait, ils ne retournent plus dans la rue à l'avenir? Alors, il n'y a pas de critères de sélection, mais ce que nous faisons en premier, c'est de les accueillir, de les écouter, de leur accorder une attention afin que se crée entre nous et les enfants un climat de confiance. Et c'est ce travail que notre équipe de la rue fait au quotidien,
à BTC Izongo et ses environs. Tout ce qui est poche de misère de la ville de Lomé où les enfants se retrouvent en bande organisée ou non. Ok. Alors, Monsieur Moïse, je vous passe la parole pour nous parler ou pour nous éclaircir sur la vision même de l'organisation ici au Togo. Merci Fafa. Et je vais compléter ce que Elie a déjà dit en affirmant que quand nous avons démarré cette action-là, nous sommes partis d'un constat et d'une enquête sociologique réalisée à l'époque par des amis étudiants à l'université de Lomé qui nous ont aidés à cartographier le phénomène des enfants en situation de rue à Lomé à cette époque-là. Bien évidemment, Elie vient de le dire, plusieurs centres, plusieurs associations avaient mis la clé sous les paillotes à cause des difficultés financières et du manque de financement. Et les enfants qui les accompagnaient ont été obligés de retourner à la rue. Donc, c'est ce qui a causé cette situation en 2005. Et nous avons essayé de reprendre le flambeau. Donc, quand nous avons essayé de mettre la main à la pâte, comme tu le disais, nous avons remarqué que l'étendue de la tâche était énorme. On ne savait même pas où on allait démarrer. Et on s'est dit, bon, on va commencer par des visites régulières à BTC Izongo, qui s'est démarqué comme lieu de présence des enfants en situation de rue, à cause de plusieurs facteurs. Donc, il y a le grand marché de Lomé qui est à côté, où les enfants peuvent aller au cours de la journée faire de petites activités, gagner un peu d'argent et survivre, laver les voitures, laver les assiettes pour les revendeuses de nourriture, ramasser des cartons. Et puis il y a la présence aussi du quartier d'affaires de Décon où ils peuvent vendre des menus articles au feu rouge et ramasser par-ci par-là dans les quartiers des ferrailles qu'ils revendent. Donc c'est ce qui explique leur présence effective dans cette zone-là. Et nous allions, à l'époque, c'était derrière l'immeuble de la BTCI, c'était un grand dépotoir. Et il y avait des déchets de toutes sortes. Et les enfants dormaient voilà, à côté. Et de la journée, ils essayaient de trier tout ce qu'ils peuvent récupérer sur les déchetteries. Et le soir, ils gardaient les bars, ils gardaient les motos dans les bars. Et nous allions, déjà la présence, après plusieurs années où personne ne s'est occupé d'eux, leur arrivait de joie le cœur et on a réussi à installer ce climat de confiance là. Donc au fur et à mesure, on a mis en place une méthodologie fruit des recherches documentaires et puis des expériences des autres associations qui sont déjà passées par là, qui constituent essentiellement à l'identification des enfants. Donc, tu viens d'où? Qu'est-ce qui t'a poussé à partir de la maison? Quel est le dernier domicile? Que font les parents? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu es à la rue? Et qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard si on t'aidait à t'en sortir? Donc, rien qu'avoir le prénom d'un enfant en situation de rue, c'était compliqué parce que des fois, les enfants avaient peur qu'on les prenne et qu'on les ramène à la maison, alors qu'ils ne voulaient pas forcément retourner directement à la maison. C'est souvent des enfants qui, des fois, ont commis de petits forfaits à la maison, de petits vols, et qui sont partis à la suite de cette situation et qui ont peur de rentrer. Ou des enfants qui sont maltraités, battus, et qui n'ont plus d'affection à la maison. Donc, retourner comme ça à la maison, pour eux, c'est vraiment difficile. Et il y a un accompagnement qu'on a dû mettre en place pour les rassurer, pour leur donner l'envie de croire déjà en eux-mêmes, de savoir que ce n'est pas une fatalité que d'être enfant en situation de rue, et de savoir que des adultes, ils peuvent toujours recommencer à avoir confiance aux adultes qui sont prêts à les accompagner sur ce chemin-là. Donc, ça a été la vision de départ, redonner confiance aux enfants, leur assurer qu'il peut y avoir une autre présence à leur côté et leur faire comprendre que leur avenir ne peut jamais se préparer à la rue. Donc, ça a été notre vision. Et en plus de ça, nous avons, choisi de miser sur la famille.
on s'est rendu compte que dans toutes les familles affectées par de diverses situations, il y a eu des moments difficiles qui ont favorisé le départ de l'enfant. Donc, on essayait de réfléchir ensemble avec l'environnement familial, les parents ou des référents familiaux, pour que les enfants sachent que il n'y a pas un lieu beaucoup plus sûr de s'épanouir que dans la famille. Si ce n'est pas les parents biologiques, ça peut être des parents proches. Oui. Voilà, des parents proches qui aiment toujours. On est en Afrique et le cœur il est large. On aime nos enfants, quel que soit ce qui se passe. Et il y a toujours un parent qui a une certaine affection pour l'enfant, même si ce n'est pas son enfant biologique, et qui est prêt à lui donner une chance. Donc quand on a compris ça, et on a essayé vraiment de travailler là-dessus pour que les enfants, quand ils viennent chez nous, quand on les accompagne, ça ne soit pas pour toute la vie, mais que ce soit pour un bout de chemin, afin de donner la chance au plus grand nombre possible. D'accord, je comprends. Alors, depuis toutes ces années, vous avez procédé par être présent aux côtés de ces enfants, leur donner du sourire, leur donner le courage, les sensibiliser également sur le fait qu'ils peuvent retourner à la maison. J'aimerais savoir si vous avez poussé vos recherches, si vous avez parlé avec quelques parents entre-temps. Notre travail, il démarre avec l'identification des enfants. Et ensuite, dans cette identification-là, il y a une phase qui est réservée à la recherche des familles. Donc, nous sommes en Afrique. On dit souvent que voilà, un enfant, même si c'est un enfant de la rue, tu le vois comme ça, tu penses qu'il n'y a personne derrière, mais quand quelque chose lui arrive, tu verras toute sa famille débarquer pour demander de rendre compte. Donc, l'aspect le plus important, c'est d'aller à la recherche des familles après cette phase d'identification. Et c'est souvent très compliqué. J'en ai fait quelques recherches. Et parce que les enfants ne donnent pas leur nom, leur vraie identité. Il faut être attentif aux histoires qu'ils racontent, aux histoires que racontent leurs pères de la rue, faire des recoupements et essayer de trouver le lieu où éventuellement cet enfant peut du lieu où il peut venir à la rue. Donc, et c'est après plusieurs exercices, etc., que finalement, voilà, on arrive à trouver les familles de ces enfants. Il faut dire que on a commencé ce travail-là en 2005 à la rue, et que ce travail-là, il a évolué. Au début, on prenait les bancs d'une revendeuse de colis, on s'asseyait à côté sous un arbre, derrière l'immeuble de la BTCI, et on écoutait les enfants. C'était 1 ou 2 fois par semaine. Et en 2013, nous avons réussi avec l'aide d'opérateurs économiques locaux à acheter un conteneur, à le réaménager entièrement pour en faire un espace d'accueil de jour pour les enfants. Donc les enfants, et après le climat de confiance qu'on a réussi à créer, ont identifié ce lieu-là comme un espace sécure où ils peuvent avoir de l'attention à longueur de journée, avoir une petite pause dans le brouhaha de la ville, des environs, être pris en charge sur le plan sanitaire parce qu'il y a des enfants qui se blessent beaucoup. On en a cherché des ferrailles sur les déchetteries, et où il y a aussi des bagarres. Hein, c'est la loi un peu de la jungle à la rue. C'est le plus fort qui gagne. Et donc ce lieu-là nous l'avons baptisé Espace Marais Monouaison. Et donc il existe toujours à BTC Izongo. Et en 2021, avec l'aide de partenaires français, nous l'avons entièrement rénové et on y a installé une infirmerie, un espace de jeu, des bureaux d'écoute, des bureaux vraiment attitrés pour l'équipe qui anime cet espace-là, et puis surtout des blocs sanitaires, parce que ce sont des enfants qui vont très souvent à la mer pour se baigner, pour se doucher, et il y a eu beaucoup de drames par le passé, des enfants qui ont été emportés par des vagues, et nous avions décidé, en rénovant l'espace maison en 2021, d'y inclure des lieux où ils peuvent prendre leur douche et se sentir bien. Voilà. Donc, c'est à peu près
la progression que nous avons connue à la rue dans la prise en charge des enfants en situation de rue. D'accord, c'est un gros travail que vous abattez depuis des années et c'est vraiment à féliciter. Du courage à vous. J'espère que les téléspectateurs nous écoutent et que leur cœur frémit quand vous parlez, et qu'ils ne vont pas léser sur les moyens pour vous venir en aide. Aujourd'hui, heureusement, vous disposez d'un centre que vous allez d'ailleurs inaugurer le 19 juin. Combien d'enfants, disons, vous pouvez que peut contenir le centre que vous allez inaugurer dans quelques jours? Alors, avant d'aborder la question directement de ce nouveau centre, de ce nouveau foyer, il faut dire qu'en 2008, comme Elie l'a souligné il y a quelques instants, nous avons accueilli les 3 premiers enfants dans une maison que nous avons baillée dans la vallée de Lomé à Guadeloupe, et où, voilà, nous essayons de les préparer à retourner en famille. Donc, ce centre-là existe depuis 2008. Et a une capacité d'accueil de 18 lits. Donc c'est là où les enfants que nous accompagnons à l'espace Marem-Ouezon et qui ne peuvent pas directement retourner dans leur famille, c'est là où nous les hébergeons de manière transitoire afin de préparer le retour en famille. C'est, on va dire, les cas les plus compliqués parce que à l'espace Ouezon, il nous arrive d'accompagner des enfants qui sont directement réinsérés en famille depuis l'espace Ouezon. Et après cette réinsertion directe, que nous qualifions de directe, nous mettons en place un suivi post-réinsertion pour minorer les risques de rechute et de retour de l'enfant à la rue. Mais pour les cas les plus compliqués, les enfants qui ont vécu des traumatismes familiaux et qui ne peuvent pas retourner directement en famille, nous les faisons passer par une maison d'hébergement de transit où pendant 2 mois à 3 ans, l'enfant est accompagné, pris en charge intégralement et il peut être scolarisé, il peut apprendre un métier. Notamment, c'est des garçons, c'est pour ça que j'utilise le pronom personnel. Puisque nous accompagnons aussi les filles, hein, mais c'est plutôt à l'espace Marem-Ouezon et quand nous les accompagnons sur la durée, nous avons des partenaires qui travaillent qu'avec les filles. S'il y a besoin de les accompagner sur la durée, on les réfère à ces partenaires-là. En foyer de transit, nous accompagnons exclusivement les garçons de rue. Et donc, ce foyer qui est à Guadeloupe se retrouve aujourd'hui exigu. Donc, dans notre dynamisme de professionnalisation, on s'est dit, s'il faut franchir un palier, il faut vraiment déménager. Et nous avons fait un projet en 2017 qui a été financé et soutenu par des partenaires européens qui nous ont permis d'acquérir du foncier, donc des terrains, pour construire notre nouvelle maison. Et cela nous aiderait éventuellement et sûrement à inscrire notre organisation dans une dynamique de viabilité vraiment affirmée, puisque les nouveaux locaux sont propriété de l'association, donc on n'aura plus de frais de bail. Et puis c'est une nouvelle maison qui double quasiment la capacité d'accueil de la structure. Donc nous passerons de 18 lits à 30 lits pour les enfants qui sont accompagnés. Et là, vous pourriez accompagner les filles et les garçons ensemble au même moment? C'est difficile d'accompagner un public mixte sur cette cible-là parce que on risquerait de faire des enfants de la rue dans la même maison, parce que il faut reconnaître que les enfants en situation de rue par le cours de la vie sont très rapidement sexuellement actifs, très très jeunes. Et donc c'est pour éviter d'avoir ce risque-là qui serait un facteur d'échec du processus de réinsertion, parce que si on accompagne des enfants des filles par exemple qui viennent à tomber enceintes durant la phase de réinsertion, ce serait difficile de travailler avec ces jeunes-là, et on ne veut pas prendre le risque de mettre en échec ce processus-là, surtout qu'on sait que c'est des enfants qui font vraiment des efforts
pour sortir de leur situation de rue et pour se remettre dans un chemin où ils préparent leur avenir. Alors, Père Elie, Monsieur Moïse l'a dit tout à l'heure, sont des enfants qui parfois sont maltraités à la maison. Certains enfants qui ont commis peut-être des petits forfaits, qui ont peur de retourner à la maison. Des enfants qui ont vécu vraiment de choses graves, qui ne peuvent même pas en parler. Est-ce que votre centre dispose des personnes spécialisées pour les accompagner? Je vais parler par exemple des psychologues, des personnes vraiment habilitées à les écouter, à les aider. Nous avons une équipe qui est essentiellement composée de travailleurs sociaux, d'assistants sociaux et également aussi d'éducateurs spécialisés. Puis aussi, on a autour de un médecin qui nous accompagne avec toute une équipe médicale et aussi un apport d'une cuisinière qui joue vraiment un rôle de maman pour les enfants et la place spéciale d'un psychologue qui accompagne tout le processus. Nous avons essayé de répartir un peu la tâche en 3 phases. Il y a un éducateur qui s'occupe spécialement du travail qui se fait dans la rue, parce que ça requiert une attention particulière. Il y a un autre qui s'occupe aussi du travail qui se fait au centre. Et puis un autre qui s'occupe du travail qui se fait auprès des enfants réinsérés dans les familles et également aussi dans les ateliers. Il y a un suivi. Après, que les enfants partent de chez vous. Ouais. C'est très bien. Alors, je viens, oui. Est-ce que je peux faire un apport? Oui. Nous avons dès le départ commencé à travailler avec les institutions comme la Direction générale de la protection de l'enfance, qui nous a accompagnés progressivement dans la montée en compétence de notre organisme sur la prise en charge des enfants en situation de rue, et qui nous a aidés très tôt, qui nous a orientés par exemple vers l'École nationale de formation sociale, l'une des écoles qui forment les animateurs sociaux au Togo. Donc la plupart de notre personnel, la plupart des membres de notre personnel sont recrutés via cette école qui nous envoie des stagiaires. Donc, une fois les stages finis, il nous arrive, voilà, quand on a besoin de recruter, de faire recours à ces anciens stagiaires-là, quand il y a des postes à créer. Et c'est ces personnes-là qui s'occupent aujourd'hui du travail de terrain. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Emmanuel, vous êtes le trésorier de Marraine France, mais je sais que vous intervenez également dans la trésorerie de Marraine en général. Et les hommes, ça s'entretient, comme vient de le dire le Père Elie et Monsieur Moïse. Comment est-ce que vous générez les frais? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent pour cette mission? Alors le but, comme toute association, c'est pas tant de gagner de l'argent, mais c'est de limiter au maximum les frais de fonctionnement. Donc sur Marraine France, on est tous bénévoles. Donc on a très peu de frais de fonctionnement. Quasi l'intégralité de ce qu'on gagne est reversé à Marraine Togo. Nos sources de gains, ça se divise à la fois en tout ce qui est dons. On a de plus en plus de donateurs réguliers. On a beaucoup travaillé là-dessus, que ce soit des dons en argent ou en nature, des ordinateurs, des téléphones. Deuxième source, c'est toutes les subventions. On est organisé en France avec différentes antennes locales, donc on peut avoir des subventions au niveau départemental, régional ou national. Et enfin, on fédère également pas mal de jeunes dans les écoles, donc en France, dans les écoles d'ingénieurs, de commerce ou autres. Ils ont à faire souvent un stage de bénévolat international. Et donc on fédère ces jeunes, on les forme avant de venir au Togo. Et donc c'est également une forme à la fois de revenus et surtout quand ils reviennent en France, font de la satisfaction de ce qu'ils constatent au Togo. Souvent les familles ou même continuent à s'investir. D'accord. Aussi petit à petit grâce à ça. Donc c'est toutes ces sources qui ont permis la création du nouveau centre qu'on inaugurera le 19 juin. Tout à fait. D'accord. Alors, mon père, inauguration, est-ce que ce sera une fête? Qu'est-ce que vous prévoyez pour ceux qui sont invités? Alors, nous avons pensé inaugurer ce centre pour pouvoir davantage nous faire connaître notre mission et notre vision. Et le centre que nous quittons, qui était un lieu loué, et portait le titre de centre. Mais la nouvelle maison s'appelle réellement une maison pour plusieurs raisons.
maison pour que cet espace soit pour les enfants une référence comme pour toute personne qui se dit « Ah, voilà ma maison familiale. Oui. Voilà, un enfant qui est passé par le centre dira aux générations à venir ou à ses enfants ou petits-enfants, voilà la maison qui m'a aidé à sortir de ma précarité. » Ensuite, nous l'appelons aussi maison pour le fait que dans le quartier, on veut avoir cette ouverture d'inclusion où les enfants du quartier pourront venir, lire, s'amuser et c'est vraiment cette idée qui fait que on part sur un terrain nouveau. Et le nom même du départ de notre centre ou maison, Emera, est un nom évocateur de titre qui signifie le mot grec Emera qui dit jour. Pour nous, en mettant en place en 2008 ce nouveau centre, après 3 ans de travail, c'était un nouveau jour qui se levait pour nous, les membres, et qui se sont engagés, également pour les enfants. D'accord. Alors, est-ce que ce sont aussitôt inaugurés, aussitôt fonctionnels? Nous sommes en fin d'année et il faut du temps pour déménager. On a déjà commencé et il faut que les enfants finissent l'année dans leur quartier où ils sont à Golgopé. Et on prévoit normalement qu'ils rejoignent la nouvelle maison au plus tard début mi-août. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Moïse, je reviens pour un petit éclaircissement. Vous avez dit l'objectif premier, c'est pouvoir écouter ses enfants. Après, vous pouvez les recueillir dans votre centre, histoire de les préparer pour rentrer pour rentrer en famille. Mais je suis sûre que parmi ces enfants, il existe des enfants qui sont orphelins et dont les parents, vous ne les avez pas trouvés jusqu'aujourd'hui. Est-ce que l'ONG Marem, bien la nouvelle maison, pourrait éventuellement évoluer pour devenir un orphelinat ou je ne sais pas, une maison qui pourra accueillir des enfants de bas âge jusqu'à l'âge adulte? Ok. La maison Emera pourra être un orphelinat si on part on comprend l'orphelin, qu'on voilà, les parents ne sont plus là et qu'on accompagne les enfants en situation de rue qui sont orphelins. Donc, il y a des enfants en situation de rue qui sont orphelins, mais il y a des enfants en situation de rue qui ne le sont pas. Oui. Donc, orphelinat au sens pur du terme, non, ce n'est pas possible parce que on n'accompagne pas les enfants parce que leurs parents sont décédés. Vous ne les prenez pas en charge entièrement? Non. On accompagne les enfants parce qu'ils sont enfants de la rue. Okay. Voilà. Si un orphelin est enfant de la rue, il sera accompagné. Dans notre zone, il sera accompagné. Voilà. Mais, dire simplement, c'est pour éviter qu'on nous ramène, des enfants des environs, des familles qui n'ont pas les moyens pour dire, voilà, on n'a pas les moyens, c'est un orphelin, il faut les prendre. Nous, les enfants qui viennent à la maison Emera sont toujours des enfants qui sont référés par l'espace Marem Moison. D'accord. Donc, à BTC Izombo. Oui. Donc, on accompagne les enfants là. Aujourd'hui, on a un espace qui est bien identifié géographiquement, mais l'équipe aussi fait des maraudes dans la zone et dans d'autres zones de Lomé où ce phénomène est en grande évolution, comme le marché des rues d'Iranaway, le marché de Kodomé, le marché d'Azidogomé. Et si on a des enfants qui sont repérés, identifiés dans ces zones-là, on peut travailler avec eux et puis sur le long terme les accompagner. Il faut souligner aussi le fait que nous sortons les enfants de la rue qui veulent sortir de la rue. Ce n'est pas parce qu'un enfant il est en situation de rue que quand on va le rencontrer, ah oui, voilà, il prend ses clics et ses claques, il nous accompagne. Il y a des enfants qui ne veulent pas retourner à la maison. Il y a des enfants qui ne veulent pas sortir de la rue du fait que quand ils sont arrivés à la rue, ils ont grandi à la rue, des enfants qui ont fait 10, 15 ans à la rue et qui ont commencé à gagner de l'argent, à goûter à une certaine liberté. Bah, ces enfants-là, souvent, ne sont pas intéressés par le fait de sortir de la rue. Parce qu'ils y sont tellement restés longtemps que pour eux, c'est encore, le challenge, il est encore vraiment très grand. Donc, on accompagne les enfants qui veulent sortir de la rue. Et des enfants qu'on accueille au centre,
C'est des enfants qui ne peuvent pas retourner à la maison de façon directe. Donc, ça peut être des orphelins, ça peut être des enfants qui ont leurs parents. Ceci dit, nous sommes en Afrique et nous avons une notion très très élargie de la famille. C'est pour ça que nous parlons de référents familiaux. Nous, dans notre méthodologie d'accompagnement, on ne parle pas des parents biologiques, mais c'est de l'environnement familial. Parce que on peut travailler des fois avec même des chefs de village qui n'ont aucun lien biologique ou familial avec les enfants, mais qui en tant que responsables communautaires nous disent: ah, je vais discuter avec ma compagne, avec ma femme, si elle peut vraiment accueillir cet enfant, on comprend ce que vous faites. Et cet enfant, ses parents ne sont plus là, on n'a plus aucune trace, on les connaît, mais on n'a plus aucune trace des parents, et on ne peut pas vous laisser vous abandonner comme ça. On se propose, voilà, d'être des référents familiaux pour vous accompagner dans ce processus-là de réinsertion. Il faut que l'enfant soit d'accord, mais généralement, on trouve toujours quelqu'un. On trouve toujours quelqu'un, et les enfants, ils sont orphelins de père et de mère peut-être, mais ils ne sont pas orphelins de leur famille. Alors mon père, Monsieur Moïse vient de dire que on ne peut pas, on ne peut que, disons, sauver ceux qui veulent, quoi. Les enfants qui veulent sortir de la rue, oui, avec eux on peut travailler. Est-ce que parmi l'équipe dont vous disposez pour accompagner ces enfants, il y a des prêtres qui, par exemple, dans la préparation, touche le côté spirituel de la chose? Quand je dis côté spirituel, il y a sûrement des enfants qui peut-être sont maltraités et qui ont de la rancune en eux, qui ne pardonnent pas, qui ont vraiment besoin je sais pas, d'être guéris spirituellement. On parle de blessures intérieures et autres. Est-ce que vous avez un travail que vous faites de ce côté? Tout le travail qui est fait tourne autour de cette question. Il y a beaucoup de groupes de parole qui sont organisés, des entretiens individuels qui sont organisés d'abord par l'équipe sur tout ce qui est lié à l'histoire de vie de l'enfant et à ses blessures. Et dire qu'il y a un prêtre aumônier qui intervient directement sur le travail que nous faisons, non. Par moment, nous-mêmes, nous le faisons. Quand il y a des situations qui se présentent à nous. Oui, nous avons bien voulu avoir un aumônier, mais je pense que ça va venir. Avec le temps. Avec le temps. Alors, chers téléspectateurs, je rappelle que nous sommes avec les représentants de l'ONG Marem. Vous connaissez l'ONG Marem parce que la maison qui se trouve à Zongo, je pense, Ouezon, oui. Ouezon. L'espace Ouezon, vous avez déjà entendu parler de cette maison et du travail qu'ils font depuis des années. Alors, aujourd'hui, heureusement, ils disposent d'un nouveau centre qui sera inauguré le 19 juin et qui va continuer par accompagner les enfants en situation de rue, comme le dit le nom, Marem, mouvement d'action pour la réinsertion des enfants marginalisés. C'est un gros travail qu'ils abattent et il serait bien que tout le monde mette la main à la tâche pour les aider. Alors mon père, si moi je veux vous aider, c'est-à-dire peut-être si je n'ai pas les moyens financiers pour vous aider, qu'est-ce que je peux faire pour l'ONG Marem? La plupart de ceux qui veulent nous aider, qui n'ont pas de moyens financiers, nous apportent des habits. Mais les habits, bon, on les mange pas. Nous, on a plus besoin d'argent, de moyens pour prendre en charge le personnel et les enfants, parce que faire le travail de suivi, il faut avoir les engins en bon état, se déplacer, téléphoner, et quand il y a un problème à l'école, répondre comme tous les parents le font, et dans un atelier, répondre quand il y a un soutien à faire, l'écolage à payer. Voilà, on a besoin de tout cela, et c'est pour ça qu'on voudrait bien avoir ici comme ailleurs des donateurs spontanés ou ponctuels ou dans la durée. Et nous comptons vraiment sur le sens de la générosité des Togolais qui vivent ici et à l'étranger. Et Emmanuel Banani, qui se retrouve sur ce plateau avec nous, a juste passé 2 semaines au Togo il y a 10 ans, dans le cadre d'une activité liée à sa profession qui permet d'offrir un temps pour servir dans une œuvre caritative. Et ça l'a marqué, il est resté fidèle. Et il a devenu trésorier de Marem France, qui est né plus tard. Voilà, c'est beau.
Donc, on attend vraiment de tout le monde sa contribution. D'accord. Alors, Monsieur Emmanuel, j'ai cru comprendre que vous organisez parfois des collectes, des campagnes de collecte. Est-ce que cela se fait? Comment est-ce que vous le faites et comment est-ce qu'on peut y participer? À travers les antennes locales en France, on essaie effectivement de participer à des événements, dans des journées associatives. On a fait des journées, par exemple, proches de Noël pour emballer des paquets cadeaux. On essaye aussi de faire des soirées, des repas togolais pour convier le plus de personnes possible. Et comme je disais tout à l'heure, on essaye aussi également de pas mal fédérer les jeunes qui ont passé quelques semaines au Togo, qui reviennent. Donc, les impliquer dans le montage local. D'accord. Alors, moi, vous voulez ajouter quelque chose, monsieur? Oui. Moïse? De temps en temps aussi, on a, grâce à une plateforme en France qui s'appelle Hello Asso, on organise des campagnes de crowdfunding où des gens peuvent participer depuis tous les pays du monde. Hein. Il suffit d'avoir une carte bancaire et on peut faire un don ponctuel pour encourager l'association et soutenir la prise en charge des enfants de la rue. D'accord. Alors, est-ce que je peux avoir les références, les numéros de transfert d'argent, banque, tous les moyens possibles pour vous envoyer de l'argent, que nous soyons au Togo ou que les personnes soient à l'étranger? D'accord. Sur la page web de l'association, donc www.maremvision.org, il y a une page faire un don où il y a toutes les informations relatives aux dons qu'on peut faire, que ce soit en ligne, que ce soit par virement, ça c'est pour la France. Et au Togo, nous avons des numéros mobiles money que Eddie va donner plus tard, sur lesquels on peut faire des dons via les applications mobiles comme T-Money ou Flows. Et puis notre trésorerie, la trésorière et notre comptable sont disponibles à tout moment pour rencontrer des personnes qui souhaitent s'engager ou nous soutenir par des dons ponctuels ou réguliers, que ce soit en vivre ou en non-vivre. Bien sûr, Eddie a dit que les soutiens financiers sont les plus attendus, mais si on a un sac de riz, un bidon d'huile, c'est déjà de l'argent qu'on ne va pas aller dépenser. Bien sûr. Voilà. Mon père, alors. Ouais. C'est le numéro. Le 70. Ça, c'est pour le flow, oui. 66, 71, 02. Pour le T-Money. Ouais. Pour le flow, le 99, 50, 04. Également, nous recevons des chèques et puis des virements au Togo. D'accord. Aussi. Alors, vous avez compris, chers téléspectateurs, je vais rappeler les numéros sur lesquels, si vous avez de l'argent sur votre T-Money ou Flows, vous pouvez leur envoyer. Le T-Money, c'est le 70, 66, 71, 02. Et pour le Flows, c'est le 99, 50, 04. Je suis sûre que cela va s'afficher au bas de l'écran pour vous, pour que vous puissiez noter. Si vous voulez quelque information que possible, vous pouvez visiter le site www.marem.vision.org. Vous aurez toutes les informations que vous voulez pour les aider ou apporter de nouvelles idées. Je pense que oui. Merci beaucoup à Monsieur Raymond qui est en train déjà d'afficher les numéros à l'écran. Alors mon père, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je vais vous passer la parole à vous et ensuite à Monsieur Moïse et à Monsieur Emmanuel pour un dernier mot éventuellement à l'endroit des téléspectateurs. Nous disons par la voix de la SMA TV merci à tous ces enfants qui nous ont fait confiance, qui ont accepté de nous suivre et qui aujourd'hui sont dans la vie active, qui sont devenus autonomes. Nous leur disons merci. Nous disons merci également aussi à tous ces amis et membres du personnel qui ont travaillé avec nous et qui continuent à travailler avec nous pour le bien des enfants. Merci à tous les membres qui sont toujours aussi engagés. Merci à tous nos donateurs, ceux qui nous ont donné un verre d'eau, un soutien humain ou spirituel, un soutien financier
et à tous ces partenaires qui font le même travail que nous et qui acceptent toujours aussi de nous accompagner et de partager les idées avec nous. Et nous disons merci à tous nos partenaires qui nous envoient des stagiaires, des volontaires, et au Togo comme de par le monde. Alors moi, mon mot de fin serait une perspective d'avenir. Donc nous avons pour projet, après l'inauguration de la maison Emera, de travailler à la mise en place de projets générateurs de revenus pour que l'association soit de moins en moins dépendante des fonds extérieurs et pour que, voilà, quand nous avons besoin d'argent, que ce soit que nous le retrouvions par le biais de projets générateurs de revenus qui créent de l'emploi pour nos concitoyens togolais et qui permettent à l'association d'être autonome financièrement. Donc merci, et comme Elie l'a dit, à tous les partenaires qui nous accompagnent au quotidien dans cette œuvre sociale. Et merci à nos parents et à nos familles aussi qui nous soutiennent beaucoup, parce qu'il y a eu des moments, il y a toujours des moments difficiles. Et c'est nos familles, nos parents qui nous disent ne lâchez rien, ce que vous faites est vraiment bien, continuez de vous engager, et nous les remercions aussi. Moi, je voudrais remercier à chaque fois, en général, les Togolais, c'est toujours un accueil exceptionnel. C'est la deuxième fois que je viens ici, puis il y en a sûrement d'autres. Et je voulais aussi passer un message pour les gens comme moi qui sont à l'étranger et qui hésitent à venir. À chaque fois, quand j'en parle autour de moi, on me dit j'ai envie de le faire, mais en fait, je saurais pas quoi faire sur place. Je dirais peu importe. En fait, c'est juste l'envie de venir. Après, on a toujours une compétence à apporter sur place. Et puis, c'est vraiment une expérience riche. Je pense qu'il nous apporte plus personnellement que l'on donne soi-même. J'encourage vraiment tout le monde à faire ce genre d'expérience. Merci beaucoup. Alors, mon père, est-ce que pour l'inauguration, tout le monde peut venir? Pour l'inauguration, on a envoyé des cartons d'invitation à certaines personnes, on a envoyé des invitations numériques. Certains ont confirmé, d'autres nous ont dit oralement, on vient. Et on attend tout le monde. D'accord. L'essentiel, c'est que ne venez pas les mains vides, quoi. Venez avec quelque chose. C'est essentiel. Il faut que tout le monde puisse mettre la main à la pâte, parce que le travail, il est grand, comme l'a décrit nos invités sur ce plateau. Le travail, il est grand, et donc il faut que tout le monde puisse faire sa part. Sauver un enfant de rue, je pense que c'est sauver tout un pays, hein, parce que cet enfant, on ne sait pas ce qu'il va devenir, on ne connaît pas son avenir, et cette action, c'est vraiment faire du bien autour de soi. Et comme Monsieur Emmanuel Banani vient de le dire, et ça vous apporte à vous également. Ça n'apporte pas seulement aux enfants que vous sauvez, mais ça vous apporte à vous également. Vous vous sentez bien quand vous faites du bien. Alors, chers téléspectateurs, merci beaucoup d'être restés des nôtres depuis le début de cette émission jusqu'à présent. J'espère que vous allez répondre présent à l'inauguration de ce nouveau centre le 19 juin. Et donc, on reste en contact, on reste sur SMA Togo TV, on ne quitte pas cette chaîne. On se retrouve très prochainement.